Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le défi de l'urbanisation en Afrique avec un dossier consacré à la gestion des ordures ménagères. Au programme également de cette émission, la Guinée dans l'attente d'une ouverture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition et interrogation au Mali autour de la signature de l'accord de paix prévu le 15 mai prochain. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Malik Achar, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. En Guinée, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se poursuit. L'opposition guinéenne a toutefois annulé sa manifestation du 11 mai afin de donner une chance au dialogue. Le chef de file des opposants, Cellou Dalein Diallo, pourrait d'ailleurs rencontrer dans les prochains jours le président Alpha Condé. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les Guinéens dans l'attente d'un tête-à-tête entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition. Une rencontre qui pourrait donner une chance au dialogue entre des acteurs politiques divisés. La source de la crise reste le calendrier électoral qui prévoit la présidentielle en octobre 2015 et les élections locales en 2016. Une rencontre qualifiée de tous les espoirs par les médias dans un contexte sociopolitique assez tendu. C'est une rencontre assez importante pour la Guinée parce que véritablement ce sont les deux acteurs aujourd'hui qui, on peut dire, sans paraître grossier ou vulgaire, ce sont les deux acteurs qui bloquent la Guinée. Alors, Alpha Condé, c'est le président de la République, Cellou Dalein, c'est le chef de file de l'opposition. Les deux traînent suffisamment de militants, d'adeptes, de sympathisants, de leur entente, de la résolution qui sortira de cette rencontre et s'écrira l'avenir de la Guinée. Au-delà du calendrier électoral, plusieurs autres questions restent en suspens, notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante et la dissolution des présidents de délégations spéciales qui font office de maire. L'opposition juge ces deux entités proches du parti au pouvoir qui souhaitent maintenir en l'état ces points de revendication. La rencontre entre le président Alpha Condé et son principal opposant suscite assez d'espoir dans le pays. Le mandat de l'actuel président a été jalonné de 21 manifestations par l'opposition, 15 légales et 6 illégales, pour une cause de délégations spéciales qui ont été mises en place par un décret aussi illégal. Donc je pense que le premier enjeu va servir de décrisper un tant soit peu l'atmosphère pour éviter par exemple que la crise ne perdure. Le dernier tête-à-tête entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo remonte à avril 2012. 3 ans plus tard, alors que la vie politique guinéenne connaît une nouvelle poussée de fièvre. À Conakry, cette rencontre est perçue comme un signe de relance du dialogue politique pour une organisation consensuelle des prochaines consultations électorales. Malik, c'est déjà un signe positif l'annulation de cette manifestation qui était prévue le 11 mai? C'est positif au regard de ce qui s'est passé ces dernières semaines en Guinée. Maintenant, l'annulation de cette manifestation a été décidée parce que le chef de l'opposition va rencontrer le président. Mais il me semble, selon une dernière information, que cette visite, cette rencontre avec le président a été annulée. Alors, je dis ça au conditionnel, mais je pense qu'elle a été annulée et ça va justement raviver quelques tensions encore. Dans cette histoire, l'opposition et le gouvernement, le pouvoir, jouent un peu au chat et à la souris. Une fois, c'est le pouvoir qui est disposé à rencontrer l'opposition, et quand c'est le cas, l'opposition ne veut pas, et vice-versa. Donc la situation est très tendue. Moi, à mon avis, je l'ai déjà évoqué ici, l'opposition guinéenne n'a pas été très responsable parce que il y a eu des négociations déjà avec le pouvoir pour, par exemple, négocier sur le logiciel qui va s'occuper du fichier électoral. On aurait pu évoquer cette question du calendrier bien avant. Maintenant, les avis sont partagés au sein de la classe politique guinéenne. Les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre seront très intéressants à suivre, mais j'ai peur qu'il y ait des regains de tension. Daouda, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'ouverture de ce dialogue en Guinée? Oui, il faut toujours garder, même si c'est un brin d'optimisme, parce que bon, la revendication, contrairement à ce que pense Malik, moi je pense que c'est pas qu'ils sont pas, l'opposition n'est pas responsable. Je ne dirais pas ça, parce que sa revendication elle est légitime. Dans la manière, je pense, de revendiquer justement la modification du calendrier qui a été mauvaise. Mais la manière par les manifestations, c'est une mauvaise stratégie. Parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de manifester.
quand vous revendiquez quelque chose qui est légitime, c'est-à-dire l'organisation d'élections locales, étant donné qu'il y a des délégations spéciales et que les délégations spéciales de toute façon représentent une exception quand même à la règle par rapport à dans tous les pays. Donc partant de là, l'opposition guinéenne réclame quand même des élections locales avant l'élection présidentielle. Donc ça me paraît légitime. Maintenant, comment le faire? C'est par là. C'est le droit de manifester est garanti par la Constitution. Donc quelque part, ils ont raison. Maintenant, ce qu'on peut leur suggérer, c'est d'aller vers les négociations. Maintenant, il semble qu'il y a une main tendue de la part d'Alpha Condé, et ce qui est une bonne chose. Donc je pense que c'est le moment de saisir cette opportunité pour vraiment dialoguer, mais j'ai bien peur que l'opposition ne recule pas par rapport à cette revendication, parce que ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ces délégations spéciales ont été, leurs représentants ont été choisis par le président de la République. Donc ils vont s'occuper de tout ce qui est organisation des élections, inscription dans les listes électorales à l'échelle de leur localité, etc. Donc légitimement, l'opposition a le droit d'avoir peur que ces présidents de délégations spéciales soient à la solde du président de la République pour l'élection présidentielle. Rien n'est moins sûr, rien n'est confirmé. Je ne le pense pas, mais en tout cas, c'est la revendication de l'opposition. Alors justement, Malik, est-ce qu'un des deux camps peut céder sur ces points de crispation ? Écoutez, oui, l'un des deux camps, si la situation empire, j'espère que le pouvoir cédera. À mon avis, j'espère que ce sera le cas, parce que je ne remets pas en cause la légitimité de la revendication de l'opposition. Je revendique finalement son irresponsabilité dans la manière dont elle a mené justement cette revendication. Donc appeler ses partisans dans la rue, c'est pas antidémocratique, au contraire, mais se féliciter des manifestations alors qu'il y a eu des violences et même des morts, je pense que c'est une mauvaise chose. Maintenant, il ne faut pas caricaturer, je ne vise pas l'ensemble de l'opposition guinéenne, loin de là, mais par exemple, pour le cas de Célin Diallo, il s'est rétracté à plusieurs reprises. Il y a encore quelques jours, il ne voulait pas négocier encore, voir le président Alpha Condé. Maintenant, il est disposé et finalement, c'est le président. Donc on est encore dans ce jeu que je disais un peu de chat et de la souris. J'espère que ce dialogue aura lieu. Daouda, rapidement, certains estiment que c'est d'abord respecter les accords de 2013 qui serait la voie, enfin la solution à ce problème. Ces accords ont été quand même unanimement salués. Ça a permis la sortie de crise. Donc le respect de ces accords peut être effectivement une voie pour la solution. Mais dans tous les cas, accord ou pas, il va falloir s'asseoir autour de la table, pouvoir comme opposition pour négocier, mais dans l'ordre constitutionnel normal quand même, on organise l'élection présidentielle au moment où il y a des élus locaux, unanimement, démocratiquement élus, etc. Donc on verra bien, mais j'espère pour le peuple guinéen que ça va bien se dérouler. Merci. Dans l'actualité également, le 15 mai est très attendu au Mali. C'est à cette date qu'est prévue la signature de l'accord de paix pour la résolution du conflit au nord du pays. À quelques jours de ce moment crucial, les Maliens s'interrogent notamment sur la présence de l'ensemble des groupes rebelles à cette cérémonie de signature. Ibrahim Ndiaye. Au Mali, l'accord de paix et de réconciliation sera-t-il signé par les acteurs du conflit le 15 mai à Bamako? La question est sur toutes les lèvres dans le pays et pas seulement. Pour donner tous les sens aux négociations, une rencontre cruciale est prévue à Alger d'ici quelques jours sous la présence des représentants de l'Organisation des Nations Unies au Mali, des représentants du mouvement de l'Azawad. Il y a une réunion conviée par le médiateur Mounzi pour une réunion qui concerne tout simplement la coordination du mouvement de l'Azawad pour les donner les dernières explications et pour dire à ceux qui vont paraffer à Bamako quel est leur rôle, comment ils doivent intervenir dans la cérémonie qui sera en présence de plusieurs chefs d'État qui sont conviés, la communauté internationale qui sera là, la France qui est invitée, les États-Unis qui seront là, l'ONU qui sera là, l'Union africaine qui sera là, toute la communauté internationale à Bamako en présence du chef de l'État malien, de tous les acteurs qui ont participé à la médiation, des groupes armés favorables à une situation telle qu'elle est là, et groupes armés défavorables même à l'accord qui seront quand même représentés. C'est tout simplement pour leur donner des explications par rapport à leurs interventions à la phase de signature, à la cérémonie de signature du vendredi prochain à Bamako. Si ce conclave a pour but d'encourager la signature d'un accord le 15 mai à Bamako, la fin du conflit qui dure depuis plusieurs années est très attendue par les Maliens.
les chances sont que la communauté internationale qui pilote cet accord est fatiguée. Les soldats qui sont déployés sur le terrain sont fatigués. Les populations elles-mêmes sont fatiguées. Nous sommes tous pratiquement au bout du rouleau où la situation a perduré, que les acteurs sont plus que jamais décidés à sortir du bout du tunnel, à sortir de cette situation, de cette impasse. C'est pourquoi la rencontre justement d'Alger, qui reste maintenue, elle reste maintenue même s'il y a une modification de date, va permettre solennellement de prendre l'engagement là et de venir à Bamako, ensuite paraffer l'accord le 15 mai prochain, vendredi prochain. Un pré-accord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Mais certains mouvements, notamment le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, avaient refusé de le signer. Daouda, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui que les groupes rebelles qui avaient refusé de signer le pré-accord signent cet accord le 15 mai ? Ça a l'air quand même compromis. On l'espère en tout cas, mais ça a l'air compromis, étant donné que là, il y a un double jeu de la part de la coordination des mouvements de l'Azawad. Tantôt, c'est on va consulter nos populations avant de signer. Tantôt, oui, on va venir signer. Et tantôt, on mène des attaques contre l'armée. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même prendre juste une position et s'y tenir. Et comme ça, ceux qui s'activent autour pour assurer la résolution du conflit, notamment Alger et la communauté internationale, que eux puissent y voir clair de toute façon. Parce que là, avec l'attaque qu'il y a eu d'ailleurs cette semaine-là, au moins 8 soldats maliens tués dans une embuscade, ça nous montre quand même que c'est un mauvais signe. Moi, je pense que il y a aucun groupe n'a la légitimité d'attaquer une armée régulière comme ça. Donc, partant de là, ces groupes armés, la coordination des mouvements de l'Azawad, en tout cas, si l'attaque leur est vraiment attribuée et que c'est effectivement eux, je pense que là, ils ont commis un forfait qui sera difficile à réparer, mais espérons quand même qu'au 15 mai, qu'ils puissent venir signer. Et une fois qu'ils signent, le plus important, c'est de pouvoir désarmer ceux qui continuent les attaques, parce que signer, c'est une chose sur le papier. Maintenant, la réalité du terrain, elle peut être différente. Alors justement, Malik, cette embuscade dont parlait Malik, ça signifie quoi finalement que, justement, comme il disait, la coordination des mouvements de l'Azawad joue un double jeu ? Oui, à mon sens, je l'avais souligné. Je pense que certains, parce que là, on est en présence maintenant d'une coordination de l'Azawad. Avant, on n'avait qu'un seul acteur. Au début des années 90, on avait le MNTN, on avait le MPA, le Mouvement populaire de l'Azawad. C'était deux groupes assez faciles, avec qui il était facile de négocier. Donc là, on a une pluralité d'acteurs qui fait qu'aujourd'hui, la situation est compliquée. Et certains, oui, ont un double jeu. Parce que quand on voit les exactions qui sont commises au Nord Mali, notamment à Kidal ou à Gao, ce n'est pas responsable de certains groupes, de la part de certains groupes Touareg. Et je pense que la situation sécuritaire est tellement complexe que cette situation-là, bloquée sur le plan politique, ne peut qu'amener vers un pourrissement de la situation sécuritaire au Mali. Donc à ces mouvements-là de prendre leurs responsabilités, à ces mouvements-là de comprendre qu'ils ne sont pas majoritaires dans cette région. Il y a d'autres ethnies au sein de cette région théorique de l'Azawad. Il y a des Songhai, donc il faut aussi, je pense, que ces représentants prennent conscience qu'ils ne sont pas, eux, les seuls maîtres représentants de cette partie du Nord Mali. Daouda, tout à l'heure, vous parliez de la différence entre les accords qui sont signés et la réalité sur le terrain. Ça signifie quoi, finalement, que même si l'accord de paix est signé le 15 mai avec tous les groupes, sur le terrain, ça peut être complètement différent? Ça peut être différent, tout à fait. Puisque, en règle générale, dans un mouvement armé, il y a l'aile politique, il y a l'aile militaire, entre guillemets, ou l'aile armée. Aujourd'hui, s'il y a signature, il est clair que c'est l'aile politique, en gros, qui va signer le document. Mais ça ne veut pas dire que l'aile militaire va ranger les armes. Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu l'attaque qu'il y a eu là. Contre l'armée malienne. Donc tout laisse à penser que les dirigeants des mouvements de l'Azawad ne maîtrisent même pas eux-mêmes, soit ils ne maîtrisent pas leurs troupes,
soit ils jouent en double jeu et dans ce cas-là, c'est très mauvais. Donc, c'est l'un des deux. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la communauté internationale a fourni d'énormes efforts depuis des mois pour arriver à un accord. Il faut que toutes les parties signent et ceux qui ne signeront pas devront être désarmés. À mon avis, c'est ça la solution parce que des civils sont tués tous les jours, quasiment, en tout cas de nombreux civils, des militaires, etc. Je pense que la République malienne est une et indivisible et il faut aller dans ce sens. Merci messieurs, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.